Très bien. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, les fidèles de ce séminaire. Nous arrivons maintenant donc à la septième séance sur les huit prévues, et donc il va falloir dire l'essentiel. Nous avons déjà beaucoup dit depuis le début de ce séminaire qui commence en novembre, je crois, hein. Nous avons beaucoup dit, j'ai dit, beaucoup dit, mais il reste, il reste qu'il existe néanmoins une multitude d'amours, de formes de l'amour, de façons, de manières, de styles et de modes d'aimer. Elles ne sont pas prêtes de s'arrêter, ni de se tarir. Elles se relancent plutôt, les unes les autres sans cesse, et sans doute depuis toujours, et pour toujours. Tous ces modes, toutes ces modes, parfois à la mode un temps de l'histoire, les modes d'aimer, Lacan, un à un, va les récuser, mais pas sans les aborder, sans les traverser. Si Freud, concernant l'amour, renvoie constamment à Platon, l'amour dont le but pour Freud est de se réaliser et s'accomplir, c'est sa finalité, dans le genital love. Après une soi-disant fusion, intégration des pulsions partielles en une pulsion génitale dite adulte, entre guillemets adulte, qui n'existe pas vraiment bien sûr. Lacan, lui, rejettera l'amour au sens platonicien. Mais il rejettera aussi l'amour comme faire un. L'amour bête à deux dos, à dodo, dit Alouche, bête à dodo. L'amour sexuel, l'amour comme échange, l'amour platonicien tel qu'il le construisit en inventant dans sa lecture du banquet sa fameuse métaphore de l'amour qu'on a vue précédemment. Et il rejettera aussi l'amour courtois. Il n'en voulut pas, ni l'amour, ni il ne voulut pas non plus de l'amour guerrier, si répandu et épanoui tout au long de l'histoire humaine. Existe aussi l'amour divin, l'amour romantique, à propos duquel il ne s'attarde jamais, pas plus de l'amour fou surréaliste. Ah ben, c'est compliqué, hein. Exclut aussi l'amour comme être à deux, entre guillemets être à deux. Existe enfin l'amour illimité, autant encore aussi que l'amour dantesque de Dante, hein, une forme d'amour catholique proche de la chasteté. Pourquoi un tel coup de balai, un tel rejet? Pourquoi ce ménage aussi radical? Jean Alouche répond: pour qu'en un temps jugé n'en comportait aucune valable, l'amour puisse recevoir sa règle du jeu. D'ailleurs, ça fait référence à Lacan dans son séminaire Les Noms du Père de 73-74, la séance du 12 mars 74, où Lacan dit: s'il arrivait deux fois, s'il arrivait que l'amour devienne un jeu dont, point de suspension, répétition, dont on saurait les règles. Voilà. Pour qu'en un temps jugé n'en comporter aucune valable, l'amour puisse recevoir sa règle du jeu. Explicite chez Lacan, Alouche précise ce vœu qui se prolonge en cet autre, qu'ainsi refleurisse, c'est le terme de Lacan, qu'ainsi refleurisse l'amour, cet amour Lacan que bien entendu Lacan ne pouvait dire tel.
Voilà en somme ce que visait Lacan. Trouver, inventer s'il le faut, en tout cas donner une règle du jeu à l'amour devenu un jeu. Mais un jeu, c'est très sérieux. Un jeu, précisément, a toujours une règle, fameuse règle du jeu. Tous les malheurs de l'amour viennent de ce que l'on ne sache jamais la règle, de ce jeu souvent si délicieusement cruel. Pardon. Pour Lacan, en un mot simple, celui qui nous ferait approcher la teneur du jeu de l'amour serait le suivant. En tout cas, Alouche le dit ainsi. Aimer, c'est laisser l'autre être seul. Je répète, aimer, c'est laisser l'autre être seul. Vous conviendrez avec moi que c'est bien loin d'être l'ordinaire de l'amour. Lacan était à la recherche d'une figure inédite de l'amour à travers la psychanalyse. Un nouvel amour qui saurait vraiment et pleinement jouer le jeu de sa propre limite. Ce qu'Alouche appelle l'amour Lacan. Ce qu'il appelle l'amour Lacan, c'est une figure de l'amour portant et manifestant un caractère auto-limité de l'expérience amoureuse. Lacan était un traumatisé de l'amour, comme on dirait aujourd'hui. Je rappelle à nouveau que Philippe Solers, interviewé par Sophie Barrault en 2002, interview paru sous le titre Lacan même, M, accent circonflexe, ME, Lacan même, répond ceci. Elle lui demande, à Solers, elle lui demande, qu'est-ce qu'il cherchait finalement Lacan, selon vous? Qu'est-ce qu'il cherchait? Solers réfléchit et répond, l'amour qu'il n'a pas obtenu. Sophie Barrault, la journaliste, qu'il n'a pas obtenu? Solers, il n'a pas été aimé. La journaliste qui continue sur sa lancée, qu'il n'a pas obtenu quand? Solers, jamais. Vous voulez parler de sa vie, de son enfance? Solers, oui, de tout, de sa constitution. Il n'a pas été aimé. Il y a de quoi devenir furieux. Je pense que ça le tourmentait beaucoup. Et je crois qu'il aurait voulu une reconnaissance beaucoup plus large, la soumission de l'université, la réalisation d'un rêve mégalomaniaque, une volonté de puissance généralisée, être sacré. Je crois qu'il a eu ce rêve de toute puissance. La journaliste. Pour avoir l'amour que, selon vous, il n'aurait jamais obtenu? Solers. J'ai toujours eu l'impression qu'il n'avait jamais été guéri d'un bobo d'amour, d'un gros bobo. Ça n'allait pas, quoi. Voilà. Lacan cherchait l'amour et ne l'a pas obtenu. Rien de très original ou de mieux partagé, me direz-vous. Mais c'est plus complexe. Lacan cherchait une certaine sorte d'amour, l'amour que l'on n'obtient pas. C'est bien cette recherche qui est aussi un innové en matière d'amour, qui a fait de lui un psychanalyste. Ceci est valable, me semble-t-il, pour chaque psychanalyste. Mais comment? D'où cette ineffable solitude du psychanalyste. C'est cette liberté, ce trop de liberté, contrepoint de la solitude, qui se serait octroyé et qui lui aurait été reproché, au moins par deux personnes, Philippe Solers, mais aussi sa fille Sibylle. Je renvoie là au livre de Sibylle, Un père, Pozole, Paris Gallimard 94.
Donald Winnicott avait tenté d'approcher une telle solitude dans son célèbre article La capacité d'être seul, The Capacity to be Alone. Son objet, que serait une heureuse solitude en présence de quelqu'un? Quelle serait une heureuse solitude en présence de quelqu'un? Le 30 mars 1974, Lacan déclarait en Italie que l'amour ne s'écrit que grâce à un foisonnement, à une prolifération de détours, de chicanes, d'élucubrations, de délires, de folies, pourquoi ne pas dire le mot, n'est-ce pas, qui tiennent dans la vie de chacun une place énorme. Appliqué à Lacan lui-même, 1000 facettes de l'amour, arpentées par Lacan, admises, puis récusées au fil de la construction et l'avancée de sa théorie pour la psychanalyse. Admises, récusées, puis parfois réadmises, mais comprises autrement, comprises autrement. Mais ce qui nous intéresse ici, plus précisément, pour rompre avec cette tâche impossible de dire prétentieusement, mieux que quiconque de préférence, qu'est-ce que l'amour? C'est de savoir en quoi la psychanalyse y est intéressée à cette question impossible de l'amour. Eh bien justement, parce que c'est impossible, donc réel. De Freud à Lacan, on le sait maintenant, et c'est un acquis que plus personne ne conteste, le transfert en analyse, c'est de l'amour. C'est l'amour. Une forme particulière, certes, mais peut-être la forme la plus fondamentale, la plus pure de l'amour. Elle a nouvellement surgi avec la naissance de la psychanalyse. Allons jusque-là. Jacques Lacan a été fort animé par cette question de l'amour dans la psychanalyse, sous une forme particulière, donc liée à l'analyse, soit le transfert, l'amour de transfert. L'un de ses élèves, que j'ai cité tout à l'heure, l'un de ses élèves, Jean Alouche, disparu en 2023, le 16 septembre, on en a déjà parlé à plusieurs reprises à ce séminaire, a produit une remarquable étude, très fouillée, de ce que fut cette question pour Lacan avec son livre L'amour Lacan, épelle 2009, 493 pages. L'amour Lacan, c'est un syntagme inventé par Alouche pour désigner cette inédite figure de l'amour, spécifique, que poursuit Lacan tout au long de son œuvre, en quelque sorte le sachant sans le savoir. Il s'agit en fait, dans ce champ d'exercice de la psychanalyse, d'aborder toujours plus avant cet épineux problème du transfert, de l'amour de transfert, l'Übertragungsliebe de Freud, que Alouche nomme transmour, néologisme qui n'est pas des plus esthétiquement convaincants, à notre avis, mais qui indique en quoi le transfert, il n'y a pas à tergiverser, c'est de l'amour. Le couple analyste-analysant est un nouveau couple amoureux. Rappelons que chez Lacan, très tôt chez lui, l'amour est une passion, formant avec la haine et l'ignorance le ternaire des passions de l'être. Qu'il n'y a pas, il ne saurait y avoir d'interprétation de l'amour, et donc a fortiori pas de théorie de l'amour. Que l'amour est hors fantasme. Pour l'amour, ni concept, ni écriture, ni logique. Pas de baptême non plus. Ce refus de théoriser l'amour est aussi un refus d'un amour théorisé. Ce vecteur de l'amour, dans l'œuvre lacanienne, ne se démentira jamais. Ceci nous amène à nous demander que si un psychanalyste a bien compris, admis et intégré ce que l'on vient d'énoncer, de Freud à Lacan et avec Lacan depuis le début de ce séminaire, comment peut-il faire aujourd'hui avec cette question fondamentale de l'amour s'auto-limitant et adressé à la liberté d'autrui? L'aimant et le laissant seul. L'aimant en le laissant seul.
Peut-il par exemple la partager? Est-elle transmissible à ses collègues, à ses analysants? L'amour, comme une psychanalyse, ça se vit, ça ne s'éprouve, ça ne se théorise pas. Ça s'éprouve, ça ne se théorise pas, voilà. Et surtout, ça ne se transmet pas. Alors, chacun, chacune doit-elle se faire sa propre théorie psychanalytique de sa pratique, y introduire sa propre règle du jeu. Et laquelle? La transmission, justement, la transmission. Tel que maintenant j'en arrive à le penser, la psychanalyse est intransmissible. C'est bien ennuyeux, dit Lacan. C'est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé, puisqu'il faut bien qu'il y soit forcé, de réinventer la psychanalyse. Si j'ai dit à Lille que la passe m'avait déçu, c'est bien pour ça. Pour le fait qu'il faille que chaque psychanalyste réinvente, d'après ce qu'il a réussi à retirer du fait d'avoir été un temps psychanalysant. Que chaque analyste réinvente la façon dont la psychanalyse peut durer. C'est très actuel. Alors, comment se fait-il que, dit Lacan, par l'opération du signifiant, il y ait des gens qui guérissent? Qui guérissent. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est un fait qu'il y a des gens qui guérissent, dit toujours Lacan. Freud a bien souligné qu'il ne fallait pas que l'analyste soit possédé du désir de guérir. Mais c'est un fait qu'il y a des gens qui guérissent, et qui guérissent de leur névrose, voire de leur perversion. Comment est-ce que ça est possible? Malgré tout ce que j'en ai dit à l'occasion, je n'en sais rien. C'est une question de trucage. Comment est-ce qu'on susurre au sujet qui vous vient en analyse, quelque chose qui a pour effet de le guérir? C'est là une question d'expérience dans laquelle joue un rôle ce que j'ai appelé le sujet supposé savoir. Un sujet supposé, c'est un redoublement. Le sujet supposé savoir, c'est quelqu'un qui sait. Il sait le truc, puisque j'ai parlé de trucage à l'occasion. Il sait le truc, la façon dont on guérit une névrose. Voilà. J'ai essayé d'en dire un peu plus long sur le symptôme. Je l'ai même écrit de son ancienne orthographe. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi symptôme, S-I-N-T-H-O-M-E? Ce serait évidemment un peu long à vous expliquer. J'ai choisi cette façon d'écrire pour supporter le nom symptôme, qui se prononce actuellement, on ne sait pas trop pourquoi, symptôme, c'est-à-dire quelque chose qui évoque la chute de quelque chose. Pneuma, Thomas voulant dire chute. Ce qui soit ensemble est quelque chose qui n'a rien à faire avec l'ensemble. Un symptôme n'est pas une chute, quoique ça en ait l'air. C'est au point que je considère que vous là, tant que vous êtes, vous avez comme symptôme chacun sa chacune. Il y a un symptôme il et un symptôme elle. C'est tout ce qui reste de ce qu'on appelle le rapport sexuel. Le rapport sexuel est un rapport intersymptomatique. C'est bien pour ça que le signifiant, qui est aussi de l'ordre du symptôme, c'est bien pour ça que le signifiant opère. C'est bien pour ça que nous avons le soupçon de la façon dont il peut opérer, par l'intermédiaire du symptôme. Comment donc communiquer le virus de ce symptôme sous la forme du signifiant? C'est ce que je me suis essayé à expliquer tout au long de mes séminaires. Je crois que je ne peux pas en dire plus. Aujourd'hui, en dire plus. Lacan n'en dira pas beaucoup plus, car nous sommes à la Maison de la Chimie à Paris le dimanche 9 juillet 1978. Il vient de conclure le 9e congrès de l'École freudienne de Paris consacré à la transmission, justement. Il arrive à la fin de son œuvre et de sa vie. Le 5 janvier 1980, il va dissoudre son école. Jacques Lacan meurt à Paris le 9 septembre 1981.
Si pour un homme, aussi bien que pour une femme, aimer, c'est produire et habiter son symptôme, symptôme il ou elle, l'amour est alors un symptôme à deux. Et l'amour est le vécu, plus ou moins réussi, plus ou moins douloureux, d'un rapport intersymptomatique. Est-ce que l'amour symptôme est à perdre dans une analyse? Oh, l'on sait combien que tout est à perdre, que la perte affecte la vie, la jalonne, la clôt. La psychanalyse est une discipline qui centre son action sur la perte. Elle amène, elle accule même le sujet à perdre quelque chose de fondamental que Freud le premier nomma le phallus. Lacan en reprend la notion pour l'élever à la dignité d'un concept central de la psychanalyse. Qu'y a-t-il alors à perdre? Réponse, le phallus. À préciser, le phallus imaginaire, qui note petit-fille. L'opération est donc celle-ci qui va de petit-fille à moins petit-fille. Il s'agit d'arriver à négativer le phallus imaginaire. La psychanalyse appelle cette opération la castration. Elle fait virer la castration du registre de l'imaginaire, moins petit-fille, à celui du symbolique, grand-fille. L'on doit à Lacan que la fin de l'analyse dite didactique ne soit plus conçue comme identification au moi de l'analyste. Perte, là aussi, de cet amour de l'analyste. Via les moi, grand M-O-I. Via les moi, l'apostrophe accent aigu M-O-I. Via les moi, donc. Le 25 mai 1955, au cours de son séminaire Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, le séminaire livre 2, il énonce: si on forme des analystes, c'est pour qu'il y ait des sujets tels que chez eux le moi soit absent. Si le moi est absent, c'est qu'il s'est absenté. L'analyste l'aurait ainsi dans son analyse bien conduite à son terme perdu. Or, l'on constate bien trop souvent qu'il n'en est rien. Est-ce la faute à Voltaire? Est-ce la faute à Rousseau? Certainement pas. Depuis le début, l'institution analytique s'estime d'une manière plus ou moins ouverte, plus ou moins voilée, en charge de ce défaut de perte du moi. Elle appelle cela la formation du psychanalyste. Mais cette perte est asymptotique et Lacan de poursuivre ainsi. C'est l'idéal de l'analyste qui, bien entendu, reste virtuel. Il n'y a jamais un sujet sans moi, un sujet pleinement réalisé. Mais c'est bien ce qu'il faut viser à obtenir toujours du sujet en analyse. Si ce n'est pas plus la faute à Voltaire qu'à Rousseau, ce fut la faute à Oedipe du temps de Freud, et encore bien après. Aujourd'hui, après Lacan, cela est en passe de devenir la faute à Narcisse. Lacan nous avait prévenu, l'amour est toujours narcissique, et il veut sans cesse faire un, avec un grand U. Et les amours sont multiples. On peut aimer un homme, une femme, un ou une enfant, mais aussi son chat ou un poisson rouge. On peut aimer le non-rapport sexuel ou le nœud broméen jusqu'à s'y aliéner. Lacan, là aussi, avait prévenu. Cela n'est en aucun cas une fin acceptable de l'analyse. Ni l'amour éternel de son analyse, ni l'amour sans fin de son analyste. Faisons maintenant cette incise, dans un commentaire à part, pour terminer ce soir par ce détour devenu nécessaire au point où nous en sommes arrivés. Ça sera une autre forme de leçon.
Objet petit a et sujet supposé savoir. Le psychanalyste avec Lacan. Un raccourci saisissant de la psychanalyse. Car rappelons que tout part de là. Tout part de là. La demande de quelqu'un qui souffre, d'être libéré de son symptôme. Voilà ce qui justifie l'existence du psychanalyste depuis Freud. Chez Lacan aussi. Rien de plus, rien de moins. Mais Lacan, s'il est freudien, sera parfois lacanien, sera parfois aussi lacanien. La structure du monde lacanien, elle, n'est plus freudienne. Un nouveau paradigme est introduit par Lacan. Vous savez, c'est le ternaire RSI, réel, symbolique, imaginaire. Et cela change tout, sauf le fait d'être freudien. Donc, ni jungien, algérien ou autre chose encore. Une chose essentielle, le moi, imaginaire, constitué comme un oignon avec ses différentes pelures que sont les identifications, est bien séparé, pour Lacan, du sujet qu'il dégage et décentre du moi. D'abord symbolique, ce moi, représenté par un signifiant pour un autre signifiant, puis à la fin, carrément plongé dans le réel, comme le symptôme. Ce symptôme, renommé plus tard symptôme, fait la souffrance d'un sujet. Il est sa réalité la plus intime et en même temps la plus étrangère à lui-même, parce qu'il en ignore essentiellement la cause. Un analyste est cet étrange personnage, aux yeux de l'analysant, celui qui prend au sérieux cet impossible à supporter. D'autant plus que le psychanalyste ne cherche pas ipso facto à prendre de front ou solutionner ce symptôme comme le fait le médecin ou le psychothérapeute d'aujourd'hui. Donc, pas ici de prescription compassionnelle ou charitable visant à recouvrer la conformité sociale ou la normalité médico-biologique. Parce que le psychanalyste considère le symptôme, c'est impossible à supporter par le sujet, comme unique. Pour Lacan et les lacaniens, un symptôme recèle à lui tout seul la matière même de l'inconscient. Il est constitué de paroles, de signifiants, de quelques lettres parfois, lesquelles ont été dites, énoncées d'une manière telle, quelquefois, qu'elles ont pu avoir valeur de sentence ou d'ordre à exécuter. Ces sentences plombent la vie du sujet. Mais d'autres fois, il va s'agir de pertes réelles ou encore d'événements à jamais oubliables car non parlés. En tout cas, sur lesquels le sujet n'a pu mettre les mots nécessaires au désenquistement de ses paroles gelées. Le sujet arrive ainsi à l'analyste, porteur d'un message crypté. Il sait quelque chose, mais il ne sait pas qu'il le sait. Le psychanalyste doit l'aider à le décrypter et, in fine, à le lire. Le sujet adresse son symptôme à l'analyste dans le transfert. Le transfert, c'est ce qu'il y a de plus important. Sans le transfert, on ne peut rien faire. Rien ne se fait si ce n'est dans le cadre du transfert. Le sujet suppose que celui-ci, l'analyste, sait le lire. Il le constitue ainsi en sujet supposé savoir. Supposé seulement, pas sachant. Et que celui-ci, l'analyste, n'aille pas faire le sachant, comme le psychiatre ou le psychothérapeute ou le psychologue, il serait tout de suite anéanti comme analyste. Il redeviendrait un maître, parmi tant d'autres, obéi un certain temps, et dont on souhaite très vite la mort chez l'obsessionnel, l'impuissance chez l'hystérique. Qu'est-ce que le SSS, le sujet supposé savoir? Le sujet supposé savoir est une figure du grand autre, tout simplement. C'est le trésor des signifiants, le lieu du langage, le lieu auquel on adresse sa parole vraie et le lieu d'où elle vous revient. C'est ainsi que l'analysant pense alors que le psychanalyste, auquel
il lui impute de camper en ce lieu de l'autre, du grand autre, détient ce secret unique, celui de son symptôme, auquel lui n'a pas accès. Cependant, il faut se souvenir que de la supposition de savoir accordé, attribué à l'autre grand A, il y en a toujours eu, et cela depuis la nuit des temps. Cela a dû commencer avec le chaman, pour aller jusqu'au médecin de famille, en passant par le maître de sagesse, le prêtre, pape, imam, rabbin, les parents, le grand frère et les professeurs. Qu'est-ce qui distingue donc celle qui est accordée aux psychanalystes? Et en quoi ne se réduit-elle pas simplement à une suggestion en retour, à une réponse qui suggère, comme partout ailleurs? C'est ici une supposition de signification du savoir inconscient qui est accordée à l'analyste. Et si elle peut opérer, c'est parce que celui-ci, d'entrée de jeu, l'analyste, a su se manifester d'une manière toute particulière, rectifier mais aussi souligner, ponctuer, mettre des points d'interrogation ou des X, des inconnus, dans le discours de l'analysant demandeur. En somme, commencer à faire entendre par ses ponctuations, ses scansions, son propre dit à celui qui est venu demander son aide, une aide. Madame, monsieur, entendez-vous bien ce que vous venez de dire? Dois-je vous le répéter? Lacan finira sur le tard, en 1978, par conjoindre le transfert et l'inconscient, ayant traduit entre guillemets, ayant traduit l'inconscient freudien par sujet supposé savoir. L'une bévue, grand U, NE, trait d'union, BVU, le mot de bévue en français, l'une bévue en sera aussi un autre nom, NON. Lacan n'hésita pas à renommer l'inconscient freudien, l'Unbewusst, en une bévue. Au commencement était le Verbe, c'est l'épître de Jean, Saint Jean. Dès le commencement, l'analysant s'offre à mettre en mots ce qu'il ne peut qu'à peine dire. Des fois pas du tout, et avant longtemps. Mettre en mots consiste pour lui, il ne le sait pas tout de suite, mais peut le découvrir à la longue, que c'est mettre en acte la structure de langage de son inconscient. L'analyste va entrer en action. Comment? Il interprète. C'est sa fonction, son acte même. Il doit le faire au moment opportun. Il doit le faire à propos et non pas à côté. Il fait résonner certains signifiants. Pas de commentaires, pas de construction intempestive dès la fin de la séance. Son intervention est sobre, courte, scandée parfois. Il utilise la coupure, dite coupure signifiante. Il arrête le débit du discours de son analysant sur un mot, pas n'importe lequel. Un mot qui va se détacher dans une certaine pureté signifiante et venir s'adjointer à la chaîne signifiante inconsciente qui constitue la trame de l'inconscient du sujet. Il peut utiliser la scansion, scander un propos, sans le couper. Scansion, souligner, ponctuer. Et coupure sont deux actes différents. Une interprétation qui vise juste, une interprétation réussie, place et renforce l'analyste en position de grand hôte pour l'analysant et renforce donc le transfert d'autant. Éloignons toujours plus l'analyste d'une position de semblable, c'est-à-dire de petit a. C'est en ce sens que l'on dit que le psychanalysant fait le psychanalyste, au sens fort du terme. Il est témoin. Je reprends des termes de Lacan. Il est témoin, dépositaire, référence, garant, gardien, tabellion. L'analyste, dit Lacan, participe du scribe.
Le psychanalyste, sujet supposé savoir, bien qu'au-delà de ce que le sujet sait, ne sait rien. Lui-même, dit Lacan dans son séminaire L'éthique de la psychanalyse, n'est efficace qu'à s'offrir à la vraie surprise. Un analyste doit s'en tenir au conseil de Freud, aborder chaque cas comme s'il était le premier dont il est à connaître. Et il faut se prémunir de l'imposture qu'il y aurait à se considérer comme de plein pied avec l'inconscient. Dans ses conseils aux médecins sur le traitement psychanalytique de 1912, Freud recommandait, comme on l'a vu, d'éviter, je cite, d'éviter toute spéculation ou rumination mentale pendant le traitement, mais aussi de ne pas soumettre le matériel de la cure à un travail intellectuel de synthèse avant que l'analyse ait été complètement terminée. Il est ainsi demandé à l'analyste de n'imposer rien qui ne soit de l'ordre du rétablissement d'un droit naturel ou d'une harmonie naturelle, ne pas dicter son désir, ne pas gêner le travail du sujet, ne pas se servir du transfert pour suggestionner, formater, ne pas proposer de modèle identificatoire. Freud déclare déjà en 1918, je cite, nous avons catégoriquement refusé de considérer comme notre bien propre le patient qui requiert notre aide et se remet entre nos mains. Nous ne cherchons ni à former pour lui son destin, ni à lui inculquer nos idéaux, ni à le modeler à notre image avec l'orgueil d'un créateur. Alors, que lui est-il alors permis ou prescrit de faire? Un psychanalyste doit savoir attendre, savoir se taire aussi, s'il veut qu'à la fin, un sujet prenne la mesure de l'insoupçonnable de sa propre vérité et sans doute aussi de ce qui reste irréductible de son symptôme. Un psychanalyste ne sait pas à l'avance ce que sera l'issue d'une analyse et il ne peut donner ce qu'il a, comme la plus belle fille du monde, dit le dicton. Mais lui, ce qu'il a, ce n'est rien d'autre que son désir. À cet égard, il est comme l'analysant, à ceci près que le sien est un désir averti. Et c'est parce que son désir est averti qu'il ne cédera pas au fantasme de se confondre avec le bien de celui dont il a la charge. Le psychanalyste est quand même à minima un compagnon de recherche, comme on s'en doute. Mais il est cependant plus que cela, car il ne doit jamais perdre la mesure que le désir du sujet n'est que le désir de l'autre. En s'adressant à un analyste, l'analysant ne sait pas au départ que se posera un jour pour lui, sur le divan, la question radicale de son désir en tant que désir de l'autre, génitif objectif de l'autre et génitif subjectif de l'autre. Et que ce désir l'amènera à rencontrer, puis contester ce qu'il croyait vouloir. Le psychanalyste a pour lui-même appris ce qu'une psychanalyse recèle d'inattendu concernant les croyances, les espoirs, les illusions. Il a appris pour lui-même sur le divan que la question du souverain bien est une question fermée et qu'un sujet aura à extraire de son vouloir, comme il se doit de l'avoir lui-même au cours de son parcours, les faux biens, extraire donc les faux biens, les fausses demandes, comme les faux dons, pour aborder la question cruciale de la jouissance dont son symptôme en son fond ne fait que se sustenter. Le déchiffrage du sens du symptôme n'est pas seul en jeu dans l'expérience analytique. Celui-ci est aussi tramé par une exigence de satisfaction, paradoxale mais pourtant bien réelle. Cette satisfaction n'est pas sans lien avec un fantasme fondamental qui, à son insu, oriente la vie du sujet. Aussi bien l'analysant vise-t-il dans l'analyste le partenaire, l'autre de son fantasme, et il espère pouvoir récupérer à travers lui un peu de l'objet perdu. L'analyste qui supporte d'entendre tout, y compris le plus inavouable pour un sujet, supportera donc cela. Il sait en effet par l'expérience de son analyse personnelle ce qu'il est advenu de son propre fantasme à la fin de sa cure.
les jeux de miroir comme les lectures contradictoires qu'il a suscitées et la façon dont ce fantasme a recélé en même temps l'objet cause du désir. Aussi l'analyste se prête-t-il à incarner cet objet petit a, objet précieux que l'analysant croit qu'il détient. À cet égard, il n'objecte pas au fantasme, il en laisse jouer et se déployer la chaîne souple, sachant sans doute mieux qu'un autre ce qu'il advient de l'objet perdu à la fin d'une analyse. L'analyse se retrouve ainsi à tenir le point central d'une sorte de balance entre le point où le sujet se voit aimable et celui où il pourra apercevoir sa propre donne dans le malheur dont il se plaint. S'apercevoir qu'il n'y était pas pour rien dans tout cela. Tout cela, sa vie. C'est dans ce parcours que se déploie le tact de l'analyste. Celui-ci se manifeste notamment dans le maniement du temps de la séance. Si l'inconscient est imprévisible, disparu aussitôt qu'apparu, un instant plus tard c'était perdu, c'est l'inconscient qui crée le temps de la séance, et l'analyste épouse ce temps. Lacan comparait l'analyste à Orphée, retrouvant Eurydice, pour la perdre aussitôt, de nouveau. Et pour l'analyste, refuser ce temps, c'est toujours intervenir trop tôt ou trop tard. C'est là affaire de tact, et aucune règle de type de celle toujours adoptée par l'IPA, l'international, ne peut y suppléer. L'analyste était pour Lacan un maître zen qui met tout son poids dans une coupure de la séance, qui fait scansion temporelle et interprétation. Des effets de vérité peuvent alors parfois émerger et se constituer durablement en savoir acquis pour le sujet. Un psychanalyste est cet opérateur qui manifeste les effets de sa formation en produisant ceci. Du hasard des rencontres traumatiques qui ont marqué un sujet, l'analysant, savoir faire advenir un ordre symbolique. Il faut pour cela se faire la dupe de l'inconscient. Freud, on l'a vu, disait mettre de côté tout ce que l'on sait pour aborder un nouvel analysant avec des oreilles vierges. Le psychanalyste, s'il s'en fait la dupe, s'en fait aussi la mémoire. Car c'est le savoir textuel de l'inconscient du sujet qu'il importe de décrypter et de lire, et non le savoir référentiel acquis par ailleurs, ce qu'on appelle les connaissances. Il peut encore au mieux mener un sujet au-delà de la distance qu'il peut prendre avec son fantasme, jusqu'à la saisie d'un mode de jouir singulier, irréductible comme tel à tout effet de signification. Là n'est pas le moindre enjeu de la formation d'un psychanalyste. Cause principale des batailles, dissensions, ruptures dans l'histoire du monde freudien. Personne n'est d'accord là-dessus. Enfin, sur la formation, précisément. Un point de certitude aujourd'hui. La formation du psychanalyste n'est ni une initiation, ni un apprentissage. Depuis Lacan, un psychanalyste est tout d'abord celui qui a mené en tant que psychanalysant sa psychanalyse. Non pas jusqu'à son terme, comme on dit trop souvent, mais jusqu'à sa fin. On peut toujours mettre un terme à sa psychanalyse et ce sera toujours trop tôt. Mais aller jusqu'à sa fin, c'est-à-dire son bouclage, n'est pas la même chose. Et ce n'est que de là qu'il peut se faire responsable de l'acte analytique. L'acte analytique est un acte qui ne s'enseigne pas, mais peut être soumis à un contrôle. Peut, doit, les avis ont divergé au cours du temps, même dans le milieu lacanien. Le contrôle relève ab initio, enfin dès l'origine, de la responsabilité de l'analyste qui le souhaite et le demande. Il accompagne celui-ci tout au long de sa formation, voire tout au long de sa pratique. Le contrôle a parfois pour fonction de parer à l'urgence pour l'analysant du contrôlé, mais toujours il a pour visée de restaurer la dimension de l'acte chez un psychanalyste, lorsque ces dimensions essentielles de l'acte tentent à se perdre ou carrément à être perdues.
Il vise le rapport du psychanalyste à la psychanalyse, rien d'autre. Bien entendu, un psychanalyste aussi à se vivifier, comme l'énonce Lacan, des enseignements dont Freud a formulé, je cite, des enseignements dont Freud a formulé que l'analyste devait prendre appui. Lacan nomme à cette place notamment la linguistique, la logique, la topologie et même ce qu'il appelle l'antiphilosophie. Et non pas la philosophie, vous entendez bien, l'antiphilosophie. On devrait rappeler ça aujourd'hui pour nos amis philosophes. L'antiphilosophie. Dès l'acte de fondation de son école en 1964, Lacan avait beaucoup insisté sur l'importance des sciences affines, ce qu'il appelle les sciences affines dans son école, hein, donc les sciences humaines. Pour autant, ce dont il s'agit, ce n'est pas seulement d'aider l'analyste de sciences propagées sous le mode universitaire, mais que ces sciences trouvent à son expérience l'occasion de se renouveler. Il inverse la question. Il s'agit toujours en effet pour un psychanalyste d'y confronter ce qu'il tient de sa propre analyse. C'était l'ambition de Lacan, en tout cas. Ces apports et visites didactiques ne prennent leur orientation que de ce que l'analyste tient de sa propre analyse, laquelle reste bien entendu l'incontournable de sa formation. C'est de son expérience même qu'un psychanalyste a à savoir ce qu'est une psychanalyse. Et de rien d'autre, de rien d'autre. De son cas particulier, il doit avoir acquis la certitude de l'existence de l'inconscient et il a appris que ce qui travaille le savoir inconscient, ce n'est pas la poussée vers la conscience, mais bien plutôt son envers, l'opaque jouissance qui se met en travers de ce chemin. C'est parce que cette jouissance est impossible à réduire de façon exhaustive qu'un analyste pourra se faire docile à la radicale étrangeté du sujet qui lui parle et l'accompagner jusqu'aux limites où celui-ci pourra dire « Donc je suis ça ?» Et oui, vous êtes cela. De ce point de vue, la vraie formation du psychanalyste, c'est son analyse poussée jusqu'à sa fin. Cette fin doit-elle être attestée par son analyste? En d'autres termes, son analyse doit-il être d'accord? Autre pomme de discorde dans le milieu. Lacan a institué la passe pour qu'un analysant puisse rendre compte de cette expérience et la formaliser dans un savoir qui vaille pour les autres. La passe est donc la mise en place d'une expérience et d'une procédure qui, loin de se confondre avec l'analyse proprement dite, redouble cette expérience du passage du psychanalysant au psychanalyste, du suspense de sa mise en cause aux fins d'examen. À cet effet, deux passeurs, vous le savez sans doute, analysant eux-mêmes en passe de résoudre la question de la fin de leur analyse propre, recueillent le témoignage du passant et font part de ce qu'ils ont entendu un jury convoqué à cette fin pour mettre à l'épreuve la mutation subjective propre à cette expérience du passage du psychanalysant au psychanalyste et la valider le cas échéant par une nomination comme analyste de l'école, AE, et tenter d'élaborer un savoir sur ce qui, de plus particulier de sa cure, a suscité son désir en tant que psychanalyste. L'inverse donc d'une habilitation, ce qu'elle est souvent devenue, ou d'une intronisation, ce qu'elle est aussi souvent dans certaines écoles. On n'est pas nommé à l'analyse, disait Lacan, on n'est pas nommé à l'analyse, on s'y autorise. C'est la fameuse phrase, le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. Que veut alors dire cette proposition radicale de Lacan? Le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même. Celle-ci a été tout d'abord dirigée contre les cooptations d'analystes entre eux, autorisées par de plus anciens dits didacticiens. Elle vaut aussi bien aujourd'hui contre toute perspective d'une réglementation autoritaire et ignorante des enjeux de la psychanalyse, toujours récurrente. Quand il occupe la fonction requise de lui dans l'expérience analytique, un analyste ne s'autorise que de l'analyste qu'il est devenu. Mais attention, il ne s'autorise que de lui-même. Ce lui-même, entre guillemets, ce lui-même ne désigne pas son être, faux être, pas d'être de l'analyste, mais une fonction. Mais il s'autorise de son inconscient.
À lire, l'analyste ne s'autorise que de son inconscient. Certes, comme s'exprimait Lacan, l'autonomie de l'initiative du psychanalyste n'empêche pas l'école de pouvoir témoigner que celui-ci apporte une garantie de formation suffisante, qu'il a du bon sens et qu'il relève d'une communauté d'expérience. C'était l'analyste membre de l'école AME du temps de Lacan et de l'EFP, l'école freudienne de Paris. D'où cet apax, je précise bien et j'insiste que c'est un apax. Un apax, ça veut dire que ça apparaît qu'une fois dans la littérature, hein. D'où cet impact chez Lacan, l'analyste ne s'autorise que de lui-même, petit point de suspension, et de quelques autres. Ce et de quelques autres, j'insiste bien, tout à fait réel, mais est apparu qu'une seule fois. La phrase essentielle, c'est l'analyste ne s'autorise que de lui-même. Lacan, l'analyste ne s'autorise que de lui-même, ce n'est en aucun cas un tout est permis. Cela signifie foncièrement que l'analyste ne s'autorise que de lui-même, à condition d'avoir été analysé. Ceci, on le voit, met précisément l'accent sur la responsabilité du psychanalyste à son acte, mais aussi dans son rapport à la cause analytique, sur sa solitude aussi. Seul l'analyste, soit pas n'importe qui, ne s'autorise que de lui-même, précisa Lacan. Pas n'importe qui, mais un qui, à la fin de son analyse, a éprouvé qu'au-delà de l'Oedipe, ce qui structure l'expérience analytique est un plus de jouir, qui pendant la lecture était logé dans l'analyste. Un qui reconnaît alors la marque de rebut qui frappe cet analyste lorsqu'il est destitué de sa place de sujet supposé savoir, et qui en acquiert pourtant un désir de savoir plus fort que tout autre désir qui pourra l'habiter dans sa relation au patient à venir. Il est tard et je m'en arrête là, mais je terminais sur la question du désir de l'analyste à la première et dernière séance, tout en revenant bien sûr à l'amour. Voilà, pour ce soir. Donc vous saurez la fin que la prochaine fois pour ceux qui viendront écouter cette dernière séance de retour sur l'amour. Mais je voulais faire cette digression pour revenir à bien centrer sur l'analyse, cette histoire de l'amour sur l'analyse. Merci beaucoup, Monsieur Lucas. Merci à vous, Madame Le Guéret, de me supporter. Je ne sais pas qui il est tard, oui, il est tard, oui. Alors, questions, commentaires, on est là entre amis maintenant, au bout de la septième séance. Vous retrouvez de toute façon les notes, hein, vous pourrez les écouter. Madame, Madame Zeklot-Svetoslavski, il faut réactiver votre micro, je crois que vous parlez. Et puis vous pourrez les lire aussi, puisque je vais envoyer le texte. Madame Svetoslavski, vous avez la parole. Faut ouvrir votre micro. Allez-y. Ah, ah, ça y est, C'est oui, ça y est, c'est oui, ça bon. y est, ça y est. Ouais, d'accord. Mm. Oui, non, oui, je voulais dire que, enfin, il y a quelque chose là que j'ai pas bien comprise ou que j'ai mal noté. Parce qu'à un moment donné, vous dites le moi représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Mais est-ce que c'est le moi? C'est pas le moi qui est représenté par un signifiant pour un autre signifiant? Je dis ça, Ah, moi. je comprends pas là. Le Je dis ça. signifiant représente le sujet et vous avez parlé du moi. Enfin, en tout cas, je l'ai noté comme ça. Bon, Je ne sais peut-être pas, c'est peut-être. peut-être que je me suis trompée, hein. Faut que je retrouve. Oui, c'est sur le sujet, mais c'est peut-être une phrase de Lacan, c'est peut-être une citation de Lacan, bien Oui, certainement. mais il a jamais. Est-ce qu'il a dit le Ouais, moi si je le représenté par cite, un signifiant pour un écoutez, autre si je le signifiant? cite, c'est qu'il l'a dit. Oh, Mais je moi, suis je crois d'accord pas. avec vous, c'est le sujet qui est représenté par un signifiant. Mais où vous l'avez trouvé ça? Je ne sais plus, il faut que je retrouve mes références. Attendez, Non, le moi. je ne sais plus. C'est au début. Non, pas forcément au début. Non, pas forcément au début. Je sais. Je n'ai pas cité les références là, par en bas de page, mais vous le verrez dans le texte, hein.
Vous les avez toujours en bas de page, toutes les références D'accord, bon, ben, je regarderai. Oui, on D'accord, regardera. Bien d'accord, sûr, on est d'accord, c'est d'accord, ben, je me super. suis peut-être trompée, hein. Mais en tout cas, c'est pas possible, hein. C'est pas ça. On est d'accord, mais il faut que je retrouve. Si je l'ai marqué, c'est que c'est une citation. Bon, Bon, enfin, bon, voilà. je regarderai. Mais pour ceux qui le liront d'ici là, vous me direz si c'est ça que j'ai dit. Bon, et bien sûr le sujet, tout ce qu'on Bon, bon, le bon. sujet de l'inconscient, bien sûr, hein. Je ne sais plus où c'est, hein. Non, mais ça fait rien, je regarderai. Je me suis peut-être trompée, hein, Non, je crois que j'ai en le entendu comme notant. vous, mais ouais, Ouais, bah, c'est pas ça. je crois, je crois. Ouais, ça c'est en aucun cas c'est possible ça. Le moi représenté par un signifiant pour notre signifiant, non? Ça je crois pas. Il faut que je retrouve, hein. C'est peut-être dans la partie où je parle de la faute mécanique, peut-être. Hmm. Je ne sais plus. Je sais plus. Ouais, un peu fatigué à la fin, je ne sais plus. C'est plutôt vers la fin, mais Oh, à la fin, hein. C'est pas après la euh, perte du pas- phallus imaginaire, après la castration, c'est après ça, oui. Être libéré de son septum, le ternaire après le ternaire RSI. le moi symbolique et le moi réel, mais c'est entre les deux. Bien sûr, pour qu'on faire un truc qu'on ne le retrouve pas, hein. Il y a 26 pages, je ne sais pas. Bon, chacun va retrouver, je vais le relire, hein. Bon, Enfin, on est d'accord sur le fond du sujet, mais bon, je ne sais pas. Ce que je veux retrouver, si c'est une citation de Lacan ou si c'est une erreur de ma part. J'espère que ça m'étonnerait. Mais voilà. bon. Après on peut faire des erreurs, hein. Si Ça c'est une arrive à tout le citation de monde. Lacan, de toute manière, il y aura la référence. La référence dans l'œuvre. Bon, je ne sais pas. Je sais pas. Il faut tout relire. Il faut tout relire, mais je ne vais pas le faire ce soir maintenant. Non, bah non. Oui, mais cherchez avec plaisir, hein, qu'on pourrait rectifier une erreur si c'est une erreur. Bon. Oui, alors d'autres remarques aussi méchantes? Bah, désolé, mais ça t'as à mes oreilles quand même. Non, mais je vous approuve tout à fait. Tout à fait. C'est pas dans la partie sur l'amour, ça va être dans la partie sur l'analyse. Oui, Donc, de la deuxième partie. c'est après le symptôme. Mhm. 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 Bon, bien sûr, je ne vais pas retrouver forcément, hein. Mhm. Bon, mhm.
Bon, ben, vous ne trouvez pas plus que moi, hein, oui, vous n'avez pas le texte sous les yeux, vous, c'est ça, oui. Non, non, ben non. Hmm. Bon, ben, on Non, recherchera. mais ça fait rien, on Non, mais on gardera. recherchera d'ici la prochaine fois. Je vais rechercher moi-même, de toute façon, et je vous dirai ce que j'ai trouvé. Ça, vous verrez comment je m'en sors par une pirouette ou non. Non, non, non. Non, mais il y a peut-être d'autres questions Oui, il y a peut-être d'autres questions, hein. plus intéressantes, hein. Mais je vais le relire, je vais le trouver. Non, je sais plus. Je ne retrouve pas. Non, 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 faut relire ligne à ligne, hein. Je peux pas, j'ai pas le temps là. Non, non, mais Oui, mais il y a peut-être d'autres choses à dire, non, que ça? pardon? Il y a peut-être d'autres questions que celles. Oui, ben oui. Oui, je pensais moi juste le rapport la comparaison avec le moine zen, enfin le maître zen. Oui, Est-ce qu'il va aussi loin que quand il compare avec Socrate ou c'est juste des petits moments de comparaison comme ça dans une comparaison, parce que le maître zen, il interprète, il peut donner un coup de bâton, c'est une interprétation pour Lacan. C'est un acte comme ça, sec. Il prend le maître zen pour ça. Il peut lever Hmm. un bras, il peut faire un cri. Et Lacan se sert de cet exemple pour montrer comment l'analyste lacanien, en quelque sorte, ce qu'il disait lui-même, il pouvait faire interprétation. Le fait de se lever, raccompagner comme ça, sans s'arrêter à ce que dit l'analysant jusqu'à la force, ça fait maître zen, si vous voulez. Hein. Il Hmm. prend cet exemple du maître zen qu'il n'a pas développé, il l'a cité plusieurs fois comme exemple, Hmm. hein, comme exemple de l'acte analytique, de l'interprétation, qui n'est pas forcément une parole, qui peut être, dont l'un des trois registres, qui peut être une parole dans le registre symbolique, qui peut être changer d'image qu'on donne à l'analysant dans le registre de l'imaginaire, se lever, voilà, ça change la perception, la gestalt de l'analyste, ou dans le réel, quand il a foutu une claque à Maillette Viltard ou une tape sur la fesse, c'était très osé, mais c'est quand même dans le réel. Ça lui a été reproché au nom de la morale, hein. Parce que, bon, il disait qu'on interprétait toujours dans un registre autre que ce qu'avait énoncé, ce qu'avait amené l'analysant. Hmm. Ouais. Si l'analysant passe par un acte, on ramène le symbolique, par exemple. Oui, oui, Ouais. c'est ça. Hmm. Plutôt ne jamais interpréter dans le même registre où s'exprime l'analysant. Parce que si l'analysant se lève, par exemple, il ne va pas répondre par se lever, il va répondre autrement, peut-être par un dire. Bah, sinon, c'est en miroir. Sinon, c'est en miroir, exactement. Sinon, on tombe dans l'imaginaire.
Il faut surtout pas faire ça. Alors, Ben ça, c'est lacanien. D'où l'exemple du maître zen, quoi, Mhm. qui peut aller jusqu'au coup de bâton. Je ne dis pas qu'il faut battre les analysants, hein. Enfin, pas tous. Au bon moment, en tout cas. Les cas au bon moment. Et surtout pas quand ils le réclament. Oui. Bon, je vous promets, je vais le relire pour voir le passage. Sinon, ce sera possible de réécouter la vidéo aussi. Hmm. Ça peut être plus rapide même, peut-être. Oui, mais dès les heures qui viennent, je vais envoyer Ah à la oui, mais direction de l'école le texte, comme ça vous irez directement au texte. Mhm. après, ne vous triturez pas par rapport à ça, hein. Ah oui, mais quand même, si, si, Mais c'est une question qui m'effraie moi aussi, si je dis ça. Oui, oui. Et il est possible que, là, vous savez, Lacan a tout dit et son contraire, hein. On peut le trouver également dans une citation. oui, c'est vrai. Mais Mais c'est pas le fond de sa théorie, c'est sûr. Alors, rien d'autre, alors? On va se quitter comme ça? Donc, pour moi, c'était un peu étonnant d'entendre l'amour est un rapport intersymptomatique. Intersymptomatique, hein? Hmm. Oui. hmm, Ah oui. C'est ce qu'il dit, mais c'est dans les derniers jours, hein, c'est dans, je sais plus où, c'est le dernier séminaire, je pense, hein. hmm, Qui sont pas transcrits, bien sûr. hmm. Ça sera sur son lit de mort que Miller délivrera les dernières phrases de Lacan, comme si c'était les siennes de Miller. Mais voilà, Hmm. il y a la référence aussi de ce que je vous ai cité. Il y a la référence, ce sont les lettres de l'école. Les lettres de l'école freudienne, certains d'entre nous les ont, les lettres de l'école freudienne et les conclusions. Là, c'est dans les lettres de l'école freudienne, hein. C'est pas dans des textes, c'est pas dans les écrits, c'est pas dans les séminaires, c'est dans les lettres de l'école freudienne où Lacan dit ça Hmm. à la fin. Moi, ça me parle, ça. Oui, en 78. Ah oui, c'est à la fin du colloque du- sur la transmission. La transmission. Jean-Michel Lucas, une précision, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. À un moment donné, vous avez dit aimer, c'est laisser l'autre être seul, mais je me rappelle plus si vous avez dit que c'était de Lacan ou de Halouche. Ah. Cette phrase-là, elle est d'Alouche. D'Halouche, d'accord. Mais c'est sa lecture de Lacan. Oui, oui. Non, mais Mais c'est ça- d'Alouche, hein, dans L'amour Lacan. non, là, bon, Lacan, d'accord. Ça, parce que ça m'a rappelé une, euh, une phrase de Christian Bobin qui dit aimer, c'est Hmm. prendre soin de la solitude de l'autre. Oui, c'est pas. Ah ouais, C'est Hmm. proche. c'est beau. Merci. On va peut-être s'arrêter sur cette phrase de Hmm. Christophe Dormand. C'est beau, oui. Hmm. Une belle phrase. Oui. C'est pas facile, hein, d'aimer l'autre en le laissant à sa solitude. C'est tout le contraire. Prendre soin, prendre soin. Le laisser, oui, mais peut-être pas n'importe comment. C'est pas prendre soin, c'est autre chose. C'est le Ah laisser. ben, Christian Bobin, c'est ce que vous avez dit, prendre soin Oui, mais je de parle la pas. solitude de l'autre, hein, c'est ça? Non, non. Oui, ça c'est Christian. Christian Bobin. Oui, Christian Bobin, oui. Oui, mais c'est pas ce que je dis. Non, 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 vous avez dit, vous avez cité Alouche. J'ai cité Alouche, oui. Oui. C'est pas prendre soin, hein, c'est laisser l'autre à sa solitude. Oui, mais prendre soin de la Non, solitude, non, c'est... il y a rien du Caire là-dedans, hein. Non, non, pas du tout. Bon. Non, mais c'est Bobin, hein. C'est pas ni Alouche ni Lacan, hein. C'est Bobin. Mais je parle pas de cette phrase.
Bon, allez, on va pas se fâcher. Non, pas du tout. Bon, alors là, il manquerait plus qu'on se Pas fâche. du tout, je plaisante. On peut quand même, voilà. Oui, il faut surtout. Bah oui. Bah sinon, c'est un peu mort, hein, si personne dit rien jamais. Mm. Bon, vous levez la séance, la direction de l'école, là? Oui? D'accord. On se retrouve quand? Ben, je sais pas, moi, j'ai pas marqué. Ben, c'est la direction Oh, de... bon, on va vous dire, hein. Puis c'est toujours sur le site, hein. Alors, on vous dit tout de Ah ouais, suite. faudrait quand Alors, même. C'est quand? 2 juin, le 4 juin. 4 juin. 4 juin. 4 Ouais. juin. Waouh, c'est bientôt. Ah oui, je l'ai noté, oui, oui, j'avais noté. Ouais, d'accord. Il y aura un retour, bien sûr, à l'amour, hein. Ça, c'était une digression qui me semblait nécessaire. Vous verrez pourquoi à la fin. C'était nécessaire de rappeler un peu ce que c'est que l'analyse, parce qu'au bout d'un moment, on parle que de l'amour, mais il faut parler un peu de l'analyse aussi. Oui, mais l'analyse n'est pas sans lien avec l'amour, comme vous dites, comme vous avez dit. C'est une question d'amour, hein. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci Bonne beaucoup. Au soirée. revoir. À Au Merci bientôt. revoir, beaucoup. merci. Merci Merci. beaucoup. Merci, au Merci, revoir. merci. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.